Retrouve cette semaine pour la quatrième vidéo d'une série de 7 vidéos qui vise à résoudre une équation à la fois très simple mais aussi très difficile, à savoir comment faire autant de rentabilité avec moins de personnel et sans que vous n'en faisiez plus. C'est vraiment le plus important, c'est la rentabilité sans personnel, sans que vous n'en faisiez plus. Donc si vous avez bien bossé jusqu'à cette semaine-là, normalement vous avez quand même une idée du temps dont a besoin votre personnel, vous avez une idée des contraintes horaires qu'ils peuvent avoir, vous avez aussi une idée du temps dont vous avez besoin pour vous épanouir à titre personnel et relationnel, et donc on va pouvoir commencer ensemble, la chose que je vous ai promis et que vous attendez certainement le plus, comment bosser sur sa rentabilité. Donc c'est un travail qu'on va faire essentiellement sur l'ordinateur, je vais vous présenter un processus de A à Z pour effectuer par vous-même une restructuration de votre entreprise qui, bien évidemment, sera simplement une restructuration de surface et non pas une restructuration profonde comme on peut l'entendre dans la stratégie d'entreprise. Alors pourquoi on va s'arrêter à une stratégie, disons, sans que ce soit péjoratif, superficielle, c'est-à-dire en surface? Tout simplement parce que cet exercice, il doit être adapté et adaptable à tous les gens qui me regardent. Donc, si je vous présentais des systèmes professionnels approfondis sur la chaîne de porteurs, les parties prenantes, etc., je perdrais plein de monde. Et puis en plus de ça, si c'était accessible à tout le monde, ça voudrait aussi dire que je n'ai aucune valeur à venir en entreprise. Donc ça vous montre une chose, c'est qu'on peut restructurer seul quand on veut le faire seul, mais ça montre aussi que si on veut aller très loin, en profondeur dans la stratégie, la tactique, l'opérationnel d'une entreprise, ça demande nécessairement une opération en entreprise. Ça, je pense que tout le monde peut le comprendre, et pour autant, on va commencer à bosser ensemble sur la rentabilité. Alors avant de se lancer sur ce travail sur l'ordinateur, je voudrais quand même vous rappeler une dernière chose, c'est l'essence même de notre travail. Je veux que vous fassiez ces exercices en gardant bien en tête que notre objectif, c'est de rendre l'entreprise la plus résiliente, la plus forte, la plus autonome, la plus indépendante par rapport aux problèmes de pénurie de personnel. En faisant l'exercice, vous allez identifier certainement plein de zones de croissance, vous allez voir des opportunités, mais gardez vraiment en tête qu'à long terme, on doit devenir le plus résilient possible, c'est-à-dire simplifier au maximum l'entreprise, peut-être être minimaliste au début, se recentrer vers le cœur de métier, et seulement ensuite, quand on aura fait ce travail de restructuration profonde, on pourra se permettre d'aller chercher de nouveaux marchés. Mais gardez bien en tête, s'il vous plaît, cette chose essentielle, vous devez vous recentrer maintenant sur votre cœur de métier pour être le moins dépendant possible du personnel. Pour ce faire, il y a un principe que j'adore, que je présente dans chacune de mes interventions, c'est le principe de la loi de Pareto. La loi de Pareto, elle dit quoi? Elle dit que 20% de causes génèrent 80% de conséquences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 20% d'efforts aujourd'hui vous amènent 80% de résultats. Tout l'objet de cette vidéo, ça va être d'aller extraire ces 20% de causes qui vous génèrent 80% de résultats. Si on l'amène dans l'autre sens, pour illustrer le propos, aujourd'hui 80% de vos tracas, de vos problèmes quotidiens, viennent de 20% de sources de votre entreprise. Je vous la mets en plein dans le mille, j'imagine que 80% de vos contrariétés aujourd'hui viennent d'un problème de personnel, de pénurie de personnel, alors que ça représente 20% finalement de ce que vous avez à faire dans l'entreprise. Ça représente 20% des choses que vous avez à gérer. Gérer une entreprise, c'est la commercialisation, c'est délivrer les prestations, c'est des partenariats, c'est de la communication, c'est de la comptabilité, c'est des achats. Vous voyez, c'est plein de choses l'entreprise. Mais aujourd'hui, 80% de ce qui vous tracasse à l'esprit, c'est le personnel. Eh bien, ça marche dans les deux sens. Aujourd'hui, on va aller chercher ensemble quels sont les 20% de substance qui vous amènent vos 80% de rentabilité, parce que c'est exactement comme ça que ça se présente. Et simplement, ça demande d'être très lucide et surtout d'être très courageux le jour où il faudra abandonner certaines activités. Alors au niveau de la rentabilité, quand je vais en entreprise, il y a quelque chose qui me marque à chaque fois, c'est quand je demande aux gens comment vous faites pour être rentable, très souvent la réponse est écoute, on fait soit un coef 3, soit un coef 4. Je suis désolé de vous dire ça, ça va peut-être vous paraître un peu dur, mais pour moi, travailler avec un coefficient multiplicateur, c'est certainement la plus grosse erreur que vous puissiez faire. Pourquoi? Parce que la rentabilité, c'est le fruit d'un volume d'affaires multiplié par une marge. Alors vous voyez en petit, là j'ai mis sur coût variable, ça c'est pour les extrémistes, s'il y en a qui ont des compétences en contrôle de gestion et qui passent par là pour pas que je me fasse lyncher en disant que je n'ai n'importe quoi. Mais ce sont de grands mots finalement pour perdre les gens qui servent pas à grand chose.
puisque la rentabilité, c'est mon volume d'affaires multiplié par la marge que je fais sur chaque affaire. Il faut que ce calcul-là soit égal à mes charges fixes. Ça semble logique. Plus je vends avec de la marge, plus je peux absorber de charges fixes. Et quand on fait ce coefficient de x3 x4, peut-être que ça marchait avant, moi je n'ai pas connu cette époque. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on ne prend pas en considération les charges fixes. Sauf à me dire, Morgane, je fais un x3 x4 parce que mes charges fixes sont de temps, ok. Mais les gens que je rencontre qui me disent font x3 x4, c'est parce qu'ils l'ont appris à l'école, certainement à l'école hôtelière. Donc, on va apprendre à faire différemment. On va travailler déjà sur nos volumes d'affaires, c'est-à-dire quel niveau d'activité j'ai à la fois par période et par domaine, quel niveau d'activité je vais avoir sur le restaurant, sur l'hôtel, peut-être sur du traiteur, peut-être sur du spa, peut-être sur de la location de matériel, sur tout ce que vous faites au quotidien, et en prenant bien la périodicité, parce que vos charges ne vont pas être les mêmes quand vous aurez des forts pics d'activité ou une faible activité. Par contre, vos charges fixes resteront les mêmes, avec le problème de la trésorerie aussi. Ensuite, on va travailler sur vos marges, et essentiellement sur les charges variables, puisque la marge, c'est quoi? C'est le prix de vente hors taxe moins les charges variables que j'ai. Pour faire simple, quand je vends une entrecôte, eh bien l'entrecôte, je ne sais pas, je vais la vendre, je ne sais pas, on va dire 25 € l'entrecôte. Il y a peut-être 5 € de viande, mais il y a aussi le gaz, il y a l'électricité, il y a le sac poubelle pour mettre dans la poubelle, il y a le liquide vaisselle, etc. etc. Ça, c'est de la charge variable, voire semi-variable. Il y a les charges aussi de personnel, dès lors où ça devient des charges variables. J'entends par là que les charges fixes, vous les aurez toujours. Si par contre, ouvrir plus, ça vous demande de faire des heures supplémentaires, ça devient de la charge variable. On ne va pas aller dans des choses extrêmement compliquées, puisqu'en restant en surface, croyez-moi d'une chose, on va déjà faire d'énormes progrès. En dernier, on parlera bien sûr des charges fixes, et puis à la fin, je vous donnerai un petit bonus pour aller plus loin, vous verrez. Alors, la première chose à faire, c'est d'analyser la structure de votre entreprise dans sa structure de revenus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aujourd'hui, moi, dans mon entreprise, comment je gagne de l'argent? C'est la première question, le plus important, comment je gagne de l'argent? Je gagne de l'argent peut-être en faisant l'hôtel, en faisant les petits-déj, en faisant le service du midi, du soir, du portage de repas, des massages, du spa, etc. Ça doit prendre en compte deux choses. La première, c'est quelles sont mes valeurs, quelle est mon histoire, quelle histoire je raconte aux gens, et quelle valeur je partage à mes clients. C'est toujours la différence entre la valeur réelle et la valeur perçue. Ma valeur réelle, c'est mon histoire. C'est qui je suis, qu'est-ce que je délivre, comment je veux le délivrer. La valeur perçue, c'est comment le voit le client. Est-ce qu'il est prêt à payer son entrecôte 22, 25, 28, 30, dans certains établissements 35, pour le même morceau de viande, en fonction de ce que je lui propose, comme expérience client. Donc ça, c'est la manière avec laquelle l'entreprise gagne de l'argent. Donc vous voyez, le volume multiplié par la marge. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a fait 4 cases de couleurs qui sont bien parlantes. Le vert, le jaune, le orange, le rouge, vous l'aurez compris, priorité 1, 2, 3, 4. Donc là, j'ai pris des exemples. Peut-être que chez vous, le service du midi aura une forte marge avec de forts volumes, alors que les nuits d'hôtel seront là. Peut-être que vous n'avez pas de massage, peut-être que vous ne faites pas de location de matériel, peu importe. C'est simplement un exemple pour illustrer les propos que je tiens aujourd'hui. Donc, dans cette matrice, on voit très vite qu'il y a des choses qui risquent d'être des goulots d'étranglement pour nous, et pour autant, il y a des choses qui sont extrêmement rentables pour nous. Ça, c'est un travail de surface, et il faut qu'on se demande, ok, je gagne de l'argent avec ça, mais qu'est-ce que ça va me consommer comme ressource? Et notamment dans le travail d'aujourd'hui, puisque c'est le nerf de la guerre, qu'est-ce que ça me consomme comme ressource humaine? C'est-à-dire quel est le besoin en temps et en énergie dont j'ai besoin pour délivrer la prestation que j'ai livrée. Si on prend l'exemple du traiteur, par exemple, qu'est-ce que je dois faire? Alors ça va commencer par un entretien de découverte, on va se rencontrer, on va discuter, après il va y avoir des échanges de mails, on va se mettre d'accord sur un menu définitif, ensuite les gens vont venir, on va faire un repas test, quelques semaines vont passer, pendant ces semaines on va avoir des échanges toujours de mails, on va devoir prendre contact avec les prestataires qui vont aussi être là, les choses vont avancer, jusqu'au jour J de délivrer le service. Alors quelques jours avant, on va peut-être envoyer un petit mail de courtoisie aux futurs mariés pour les rassurer, pour qu'ils se sentent bien. Et puis nous, on va commencer à bosser. On va faire notre mise en place.
Et puis la veille, on va certainement charger le camion. Et puis on va aller mettre la salle en place. Et puis le jour J, on va faire le service. Et après le service, eh bien, il va falloir recharger, redécharger le camion, faire la vaisselle, faire les verres. Peut-être qu'il y aura un forfait nettoyage, etc., etc. Vous voyez ce qu'on fait là? C'est simplement remonter tous les processus qui à l'origine s'appelaient simplement traiteurs. Parce que c'est très compliqué quand on dit par exemple, moi je sais que cette activité elle est rentable. Oui, ça on le sait tous parce que ça saute aux yeux. Mais la rentabilité, il faut aller voir en profondeur comment je la fais. C'est-à-dire qu'est-ce que je délivre comme valeur et qu'est-ce que ça me coûte pour la délivrer. Et surtout en termes de temps et d'argent. Et vous voyez, on va faire le même travail de priorité. Priorité 1, 2, 3, 4 en fonction de la valeur qu'on va produire par rapport aux ressources qu'on va y mettre. Par exemple, un entretien de découverte, eh ben, c'est certainement moi qui vais aller le faire, parce que ça va me prendre 1 heure, parce que c'est l'étape certainement la plus importante, c'est celle où je vais faire bonne impression et que je vais vendre. Parce que souvenez-vous, vous êtes des commerçants. Le plus important pour un commerçant, c'est de vendre. Que vous le vouliez ou non, vous êtes des vendeurs. Vous êtes là pour vendre des prestations, pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir payer vos salariés, vous payez vous, et faire perdurer l'entreprise. Tous ceux qui me disent, moi je suis pas là pour vendre, excusez-moi du peu, si demain vous arrêtez de vendre, et ben votre boîte, elle coule, tout simplement. Donc la valeur, elle est extrêmement importante, parce que c'est là où vous allez créer la confiance avec le client, et pour autant, le besoin en temps et en énergie, il n'est pas très élevé. C'est-à-dire qu'il suffit d'une personne pendant peut-être 1 heure. A contrario, les échanges de mails, ça devient énergivore et chronophage dès lors qu'on ne cadre pas les choses. Mais ça aussi, on pourra y revenir. Peut-être que, dès l'entretien de découverte, vous pouvez dire aux gens, bah écoutez, maintenant on va échanger par mail, sachez que je traite les emails du traiteur tous les vendredis, donc si toutefois vous avez des questions, écoutez, cumulez-les et vous m'envoyez tout ça le jeudi soir, et croyez-moi, je vous répondrai vendredi. Ça évite que les gens s'attendent à ce qu'on réponde tous les jours quand ils l'ont décidé, ça a été cadré à l'entretien de début, donc ça fait professionnel. Croyez-moi d'une chose, c'est que les gens seront même contents que vous preniez cette décision et que vous leur expliquiez que vous répondez aux mails qu'une fois par semaine. Et du coup, peut-être que échange de mails qui est là, chronophage à forte valeur, va petit à petit venir vers là, moins chronophage avec toujours autant de valeur. Ensuite, si on va plus bas, ce sont des opérations qui sont tout aussi importantes pour délivrer la prestation, mais en termes de valeur perçue, le client, il ne le voit pas, ça. Ça, ce n'est pas quelque chose que le client voit. Donc, la valeur perçue est moins élevée, et pour autant, elle est plus ou moins chronophage. Donc là-dessus aussi, on va pouvoir travailler pour optimiser les choses, et c'est le travail qu'on va faire juste après. Donc, comment on fait ce travail? Tout simplement, on va commencer par se dire, aujourd'hui, qui fait quoi dans l'entreprise? Comment ça se passe là, tout de suite, maintenant, aujourd'hui? Par exemple, si on prend l'entretien de découverte, le lavage des verres. Entretien de découverte, on l'a fait. Aujourd'hui, c'est peut-être le gérant qui le fait. Il a des process bien cadrés, c'est-à-dire qu'il a un book où il présente ses prestations. Il connaît sur le bout des doigts ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Il connaît les marges, il sait les coûts marginaux, il connaît les coûts d'opportunité, il sait où est-ce qu'il peut aller, là où est-ce qu'il ne peut pas aller. Donc, qui fait quoi? Bah, par exemple, c'est Morgane qui fait les entretiens de découverte. Ok, où est-ce qu'on le fait? On va peut-être le faire à l'hôtel, auquel cas on va gagner du temps de route, on va pas avoir besoin de se déplacer. En plus, un autre avantage si on le fait à l'hôtel, c'est que on va pouvoir présenter peut-être la vaisselle, on va pouvoir présenter des membres de l'équipe, présenter des vins, etc., etc. Quand est-ce qu'on le fait? Il y a le quand sur l'échelle temps, c'est-à-dire est-ce qu'on le fait 8 mois avant, 6 mois avant, 2 mois avant, et quand est-ce qu'on le fait dans la journée? Est-ce qu'on va le faire plus le matin ou le soir? Et c'est là où vous reprenez déjà le contrôle sur votre temps. C'est-à-dire que si le matin, par exemple, vous avez des choses importantes à faire, alors dites aux gens, vous viendrez à partir de 15 heures. Et si les gens vous disent je peux pas, alors vous allez composer ensemble sur le matin. Mais si déjà vous ne prenez pas le lead, vous ne prenez pas le pouvoir sur la relation en disant aux gens je vous propose de venir soit alternative A, B ou C, il faut laisser des alternatives, mais sur des créneaux qui vous arrangent, déjà vous perdez un petit peu de contrôle que vous pourriez garder avec beaucoup de facilité. Ensuite, comment on va s'y prendre? Eh bien, peut-être que moi, justement, sur le camp, je vais décider de faire venir les gens à 18 heures, de telle manière à créer quelque chose de convivial où je vais demander à la cuisine de me préparer une petite planche apéritive. Je vais sortir une bouteille de Badois, une bouteille de Volvic et quelques amuse-bouches, et je vais leur faire passer un bon moment. Ça va créer un instant convivial et ça va aider à faire la vente. Et surtout, toujours se demander pourquoi je fais ça. Et par exemple, sur l'exemple de la découverte, le pourquoi c'est vendre. Vous êtes là pour vendre une prestation. Je veux rien entendre d'autre, vous êtes là pour vendre une prestation. Vendre, ce n'est pas mal, dès lors où vous vendez aux gens ce dont ils ont besoin.
Vous n'êtes pas un escroc à vendre aux gens une prestation dont ils ont besoin. Aider les gens à vivre le plus beau mariage de leur vie, par exemple, je vais dire une chose, ça n'a pas de prix. Que vous vendiez 10, 20, 30, 50, 100, 200 euros le menu, les gens, si vous délivrez ce que vous avez promis, ils seront toujours contents. Ensuite, si on prend l'exemple du lavage des verres, qui le fait aujourd'hui? Est-ce que, par exemple, c'est la plongeuse qui le fait? Est-ce que c'est un serveur? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? C'est qui le fait aujourd'hui et qui pourrait le faire demain? Ça, j'avance un petit peu, je prends de l'avance sur la prochaine étape, mais réfléchissez comme ça. C'est-à-dire que qui le fait, ça pourrait être, par exemple, aujourd'hui, c'est moi qui le fais. Demain, qui ça peut être? Eh ben, ça peut être mes enfants, parce que c'est le dimanche et j'ai les enfants qui sont là à traîner. Est-ce que c'est les enfants? Est-ce que je peux appeler un copain qui est à la maison qui s'ennuie? Je pense que si le fisc passe par ici, il va beaucoup rire. Mais la vérité, je fais une parenthèse, on n'est pas là pour recevoir des leçons dans le sens où on essaye de s'en sortir et qu'on fait au mieux pour avoir de la rentabilité quand on a déjà du mal à se verser un salaire. Ceci étant, maintenant on fait ce qu'on veut chez nous quand même. Donc qui le fait? Bah, ça peut être un copain qui passe, ça peut être un extra. Ça va dépendre aussi de quand on le fait. Si on le fait en rentrant directement de prestation, on peut en profiter d'avoir les extras du mariage pour dire, eh ben, écoutez, on est quatre au lieu d'être un ou deux, on va en profiter pour faire les verres. Mais par contre, le quand va avoir aussi un inconvénient, c'est qu'on risque de faire du bruit pour l'hôtel. Vous voyez, il faut arbitrer entre quand et où, ou c'est pareil. Est-ce qu'on fait les verres à la salle avant de partir? Est-ce qu'on est équipé pour ça? Si on se rend compte que c'est peut-être mieux de le faire à la salle quand on a les extras, alors peut-être faut-il s'équiper. Comment? C'est-à-dire acheter peut-être une machine grâce aux subventions d'État, acheter un lave-verre, le mettre sur roulette et l'amener en traiteur. Vous voyez, il y a plein de choses à optimiser là-dedans. Et pourquoi on le fait? Bah, c'est toujours la même chose. Pour que les verres soient propres, ça va de soi. Mais est-ce qu'on le fait juste pour que les verres soient propres? Auquel cas, bah, ça va peut-être être bâclé ou fait à un moment où on n'a pas envie. Ou est-ce qu'on va le faire en se disant, bah, voilà, le prochain mariage, ce sera fait, j'aurai pas ça à faire, etc., etc. Donc vous voyez, il y a beaucoup de travail à faire, mais ça demande une chose, c'est de partir de qu'est-ce que je fais concrètement dans mon entreprise, de décortiquer toutes les tâches au sein de cette même tâche, et ensuite de remonter très pratico-pratique qui le fait, qui, comment, ou pourquoi. Et c'est vraiment là-dessus que vous allez pouvoir décortiquer et créer des zones d'opportunité pour restructurer votre entreprise. Vous allez pouvoir gagner en temps, en énergie, en argent, en relations. Donc, quand on a fait ce travail, où là, vous allez vous arrêter à aujourd'hui, après, vous allez vous demander, est-ce qu'on est bon ou mauvais, et comment on pourrait le faire autrement? Et c'est là où on rentre dans un travail extrêmement intéressant, sur les parties où on est bon, qui sont rentables, celles-ci, on va commencer peut-être en optimisant, parce que je ne vois pas l'intérêt d'aller sous-traiter ou d'automatiser quelque chose à forte valeur ajoutée qui demande du relationnel. Sur les choses qui ont un petit peu moins de valeur, mais qu'il ne faut pas abandonner, alors on va se demander, est-ce que je peux optimiser, sous-traiter, automatiser? Et peut-être qu'il y en aura qu'il faudra abandonner, parce qu'abandonner, des fois, c'est le meilleur choix à faire. Et puis ensuite, sur ce qui a très peu de valeur, se demander là pour le coup, est-ce que je peux l'abandonner, l'optimiser, le sous-traiter, l'automatiser? Vous voyez, si on remonte par exemple sur le traiteur, faible valeur ajoutée, beaucoup de temps, charger, décharger le camion, faire les verres, on ne peut pas l'abandonner, parce que sinon on ne peut pas aller délivrer la prestation. Par contre, on peut l'optimiser, c'est-à-dire qui le fait. Est-ce que c'est le chef, le responsable de salle qui vont charger le camion, comme je le vois beaucoup? Ou alors, peut-être, est-ce qu'il y a quelqu'un à la maintenance qui pourrait donner la main, nous aider à charger le camion pendant que nous, on va avancer sur la mise en place, qui, elle, a une forte valeur ajoutée. Parce que le temps et l'énergie n'est pas illimité. Donc il faut toujours arbitrer entre qu'est-ce qui crée le plus de valeur, qu'est-ce qui en crée le moins mais qui est quand même important, et comment j'organise les ressources pour finalement avoir le meilleur rapport entre valeur ajoutée et temps passé. Ensuite, quand on a fait ce travail sur tous les domaines, donc vous allez remonter tous les domaines et les décortiquer un par un jusqu'à qui fait quoi, alors on va pouvoir faire évoluer notre première trame avec les activités générales vers cette trame, toujours d'activité générale, en se disant, voilà, peut-être qu'une activité qui avant était par là, avec ma restructuration, on a gagné en marge, on a gagné en volume. Peut-être qu'on a juste gagné en marge pour l'instant, mais on ira chercher du volume, parce que du volume, c'est facile à aller chercher. Quand l'offre est bonne, il y a toujours du business à faire. Si on s'est libéré du temps sur ces activités qui n'ont aucune valeur pour l'entreprise, aucune rentabilité, je vous rappelle, on est sur le couple marge-volume. Ici, vous ne faites pas de rentabilité. Pour peu que ça vous consomme un maximum de ressources, abandonnez tout ça, vous aurez plus de temps pour faire peut-être de la prospection, pour aller chercher plus de volume d'affaires. Vous aurez plus de temps pour améliorer les prestations qui existent déjà, par exemple personnaliser un petit peu les arrivées clients dans la chambre d'hôtel,
avoir un petit carton avec leur nom, leur prénom, bienvenue monsieur Dupont, nanana, nanana, nanana. Peut-être mettre deux trois goodies dans les chambres, des choses qui ne coûtent pas très cher et qui en termes de valeur vont extrêmement faire monter votre marge. Donc voyez le temps que vous passez là à faire des choses chronophages qui ne vous font pas gagner d'argent, vous allez pouvoir le passer à faire plus de prospection et à améliorer la valeur perçue de vos services. Alors au début, on va abandonner ça, et puis petit à petit, on va aller gruger sur ces parties-là, parce que je vais vous faire une confidence. Cette partie en vert, ils sont là, vos 20% de la loi de Pareto. Vos 20% de la loi de Pareto, ils sont là. Et c'est ici que vous allez extraire le nectar de la réussite de votre entreprise. Mais au début, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'il y a un temps d'adaptation et qu'on ne peut pas se permettre d'abandonner ça et ça. C'est surtout qu'il faut prendre le temps de faire monter les opérations comme ça, hop là, et comme ça, avant de pouvoir se permettre d'aller juste là-dessus. Mais petit à petit, il vous restera quoi? Il vous restera cette partie, cette partie, cette partie, et c'est là où vous allez gagner de l'argent. C'est à ce moment-là. Donc quand vous avez fait ce travail de dire, voilà, peut-être que je vais abandonner une activité X, Y, Z, je vais garder que A, B, C, D, E, et bien sur A, B, C, D, E, on va retravailler sur la journée type de chaque personne qui est là. Avec un code couleur extrêmement important, parce qu'on va s'en resservir la semaine prochaine pour le recrutement, c'est qui fait quoi dans l'entreprise, et surtout dans quoi est-ce qu'il excelle, c'est-à-dire qu'il a du talent, par exemple c'est un très bon cuisinier, qu'est-ce qu'il fait très convenablement, mais qu'il n'a pas de talent particulier, qu'est-ce qu'il fait sans prendre aucun plaisir, et ce dans quoi il est carrément mauvais. Je vais vous donner un exemple pour moi. Je pense qu'en cuisine, je me débrouille bien. En plus, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Par contre, quand il faut aller gratter les gamelles, je prends pas de plaisir, je le fais quand même parce qu'il faut le faire. Par contre, dans quoi je suis mauvais, bah, par exemple, le genre d'exercice que je fais aujourd'hui, tourner les vidéos, je prends aucun, je prends du plaisir à le faire, c'est agréable. Mais j'excelle pas, ça me demande beaucoup d'efforts, ça me demande beaucoup de concentration. J'ai pas la sensation d'être très fort, mais pour autant, il faut le faire. Sauf que demain, si je trouvais quelqu'un pour le faire à ma place, eh ben, je le ferais faire à ma place. Mais pour autant, je resterai dans ma cuisine parce que j'adore ça. Vous voyez, il faut vraiment réfléchir comme ça. À aujourd'hui, dans la restructuration, on est obligé de faire des choses aux gens où ils sont plus ou moins doués. Mais à terme, quand on aura fini de se réorganiser, il faudra se concentrer sur ce qu'ils font avec talent et convenablement pour petit à petit leur faire soit abandonner définitivement ce dans quoi ils sont mauvais, soit nous l'abandonner définitivement auprès de l'entreprise, soit recruter. Donc ensuite, quand on continue, vous voyez, là on a fait tout le travail sur le volume d'affaires et la marge. Le volume, je vous ai expliqué, en gagnant du temps, vous pourrez faire plus de prospection. Et sur la marge, les charges variables vont automatiquement diminuer dès lors que vous allez vous organiser en optimisant, déléguant ou automatisant, puisqu'il faut le faire intelligemment. Et sur le prix de vente, c'est de la valeur perçue. C'est simplement de la valeur perçue, ça ne demande pas un travail énorme. Et ça, vous le ferez plus tard. Donc maintenant, on va s'attaquer aux charges fixes, c'est-à-dire toutes les charges qui ne sont pas inhérentes à la vente directe. Ça va par exemple être avoir du personnel d'entretien. Ça va par exemple être les charges d'expert comptable, tous les abonnements qu'on peut avoir, les assurances, etc. etc. Eh bien, figurez-vous qu'on va faire le même travail. Vous n'avez pas besoin de développer de nouvelles compétences. On va se demander qui fait quoi aujourd'hui, et surtout on va commencer par pourquoi. Pourquoi j'ai tel et tel abonnement, par exemple? Pourquoi j'ai toujours cet abonnement qui me coûte plusieurs dizaines, voire centaines d'euros chaque mois pour recevoir des magazines pour mettre dans le hall de ma réception, alors qu'en 2024, tout le monde est sur son téléphone, sur Instagram en attendant? Pourquoi j'ai une assurance, par exemple, homme-clé, alors qu'aujourd'hui, concrètement, le bon homme-clé n'est pas identifié dans l'entreprise? Pourquoi aujourd'hui, et vous continuez comme ça, comme ça, comme ça. Vous commencez toujours par pourquoi. Pourquoi je fais aujourd'hui des tests vétérinaires volontaires dans mon entreprise. Pourquoi au niveau d'HACCP, j'ai pris telle ou telle solution, etc., etc. Et ensuite, vous allez vous demander, est-ce que je vais l'abandonner? Parce que tout simplement, ça ne sert à rien. Je suis sûr que vous avez même des abonnements dont vous n'avez même pas connaissance qui tournent encore. Est-ce que je vais optimiser, sous-traiter, automatiser? Je pense que vous avez compris la mécanique. Ça, c'est le plus important parce que ce sera beaucoup plus important d'aller chercher de la marge en faisant, enfin d'aller chercher, pardon, de la rentabilité sur les charges fixes parce que aller chercher du volume, ça demande du temps, des efforts et puis de laisser un peu son ego de côté. Aller chercher de la marge, ça demande de renégocier les prix d'achat, ça demande de restructurer les ressources humaines, ça demande vraiment des changements profonds dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'on change le fonctionnement avec lequel on délivre la prestation, alors que baisser les charges fixes, très souvent, ça demande de prendre une décision. Mais dans le quotidien de l'entreprise, rien ne change. Donc pour moi, c'est vraiment le plus important,
parce que ça sera plus facile de baisser de 1 € une charge fixe. Je vous referai une vidéo là-dessus, la différence entre 1 € économisé et 1 € gagné, parce qu'il y a beaucoup de confusion là-dessus. C'est beaucoup plus facile d'économiser 1 € de charge fixe que d'aller chercher 1 € hors taxe de marge. C'est beaucoup plus facile. Donc quand on a fait ce boulot, vous voyez, on a travaillé sur les 3 leviers de l'équation, à savoir le volume, la marge et les charges fixes. Maintenant, quid du recrutement? C'est-à-dire que vous avez une idée de l'organisation à prendre, vous avez une idée de qui fait quoi dans l'entreprise, de combien d'unités de temps vous avez besoin en plus. Peut-être que vous n'en avez pas besoin en plus, et ça serait le top du top. Et là, vous allez devoir partir sur le recrutement. Le recrutement, c'est le travail de la semaine prochaine. Ne vous inquiétez surtout pas. Et je vous avais promis un petit bonus, et ben c'est tout simplement que ce travail, vous allez pouvoir le faire dans votre vie perso. Vous allez vous demander quelle valeur ajoutée ça amène à ma vie à moi, et combien de temps j'y passe. Je vous ai mis qu'un exemple parce que la vidéo commence à devenir longue, mais par exemple faire le ménage, ça demande du temps, et en termes de valeur, c'est pas terrible. Par contre, si la maison est sale, c'est pas terrible non plus. Alors comment je vais pouvoir faire? Peut-être que je vais optimiser en changeant l'aménagement de mes meubles dans la maison, je vais peut-être m'acheter un robot électrique, comment on appelle ça, un aspirateur automatique. Mais peut-être aussi que je vais tout simplement le déléguer. Le déléguer à un service extérieur qui va venir faire le ménage. Ou, quitte à y aller pour de vrai, bleu, blanc, rouge, ça te plaît ou ça te plaît pas, peut-être que je peux aussi prendre une unité de temps de travail de mon hôtel, sur laquelle je paye déjà de l'URSSAF, pour leur dire, vous montez à la maison, s'il vous plaît, me faire le ménage. Ce sont des exemples. Mais il y a 1001 solutions pour optimiser. Le plus important dans votre vie perso, c'est d'arriver à vous créer de la valeur, de créer des moments où vous prenez du bon temps. Je veux dire, si vous pouvez économiser 2 heures de ménage par semaine pour aller 2 heures au restaurant avec vos enfants, ou aller 2 heures au sport, ou aller 2 heures au cinéma, ou aller 2 heures vous promener dans un parc, je pense que vous devriez le faire. Après, libre à vous de prendre cette décision. Mais vous voyez, il y a toujours ce travail de comment j'optimise avec les 4 ressources qui sont le temps, l'énergie, l'argent, les relations. Comment j'arbitre? Est-ce que je veux plus de temps, plus d'énergie, auquel cas je vais payer quelqu'un pour le faire? Est-ce que je suis un petit peu juste ce mois-ci niveau argent, alors je vais m'asseoir sur mon temps, mon énergie, et puis je vais faire mon ménage? Vous avez toujours le triptyque qui est là. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Gardez bien en tête cette loi de Pareto. 20% d'efforts génèrent 80% de résultats. 20% de causes génèrent 80% de conséquences dans tous les domaines de votre vie. Et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Allez-y crescendo. Je ne vous dis pas de faire un changement radical, même si moi je suis partisan du changement radical, mais que j'estime qu'il faut qu'il soit encadré, sinon c'est beaucoup trop dangereux. Souvenez-vous que moins votre entreprise sera complexe, moins vous aurez besoin de ressources humaines, moins vous aurez besoin de recruter, moins vous ferez face à la pénurie de personnel. Ça, c'est extrêmement important. Et puis souvenez-vous aussi que dans les prochaines semaines, je vais vous proposer des systèmes d'automatisation qui vont vous changer la vie. Alors l'automatisation, peut-être que vous vous dites, oui mais on est déjà dans un monde qui est plus du tout humain, et je suis d'accord avec vous, le numérique a tué les êtres humains, mais je pense que ce sont les réseaux sociaux qui ont détruit les êtres humains. C'est TikTok, c'est Instagram, c'est tout ça. L'automatisation, c'est utiliser un programme informatique pour faire le travail à votre place sans détruire de valeur. Et je pense même vous dire le contraire, je pense que demain, l'automatisation, c'est ce qui va remettre du relationnel au centre de l'entreprise. Parce que quand un client arrive, que vous êtes derrière votre réception en train de répondre à un mail et que c'est à peine si vous levez la tête pour lui dire bonjour parce que vous finissez votre ligne, après vous devenez très agréable, mais le temps de finir votre ligne, vous êtes focalisé sur votre ordinateur, c'est pas terrible. Si demain des ordinateurs s'occupent de tout l'administratif, de la lourdeur administrative pour vous, vous pourrez vraiment passer du temps avec vos clients à faire du relationnel avec vos équipes, faire du relationnel avec vos amis. Et croyez-moi d'une chose, je pense que l'intelligence artificielle et l'automatisation, c'est vraiment aujourd'hui la solution pour revenir à beaucoup plus de relations humaines. Dernière petite parenthèse, l'intelligence artificielle, je pense que c'est le meilleur salarié du monde parce que c'est le seul qui ne vous coûtera rien ou presque rien et qui fera exactement ce que vous lui demandez. Voilà, c'était une petite mise en bouche pour les prochaines semaines. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de recrutement avec des méthodes concrètes et à partir de la semaine d'après, on passera sur les systèmes d'automatisation. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. Je vous dis à très vite, mercredi prochain, 5h45 dans votre boîte mail. À très vite.